Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous savoir nombreux et poursuivre ce programme Le Point qui reçoit ce soir Jean-Lucien Boussa, qui est président du courant des démocrates rénovateurs CDR. Il est également député national élu de Boujala. Il est membre de l'opposition républicaine, radicale. Il y en a plusieurs maintenant. La dynamique de l'opposition. La dynamique de l'opposition. Bienvenue. Merci madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'être invité à cette grande émission. C'est l'occasion une fois de plus pour porter notre voix auprès de Congolais et donner le meilleur de nous-mêmes par rapport à ce que les Congolais espèrent pour demain. Alors, qu'est-ce qui justifie justement cette pluralité dans l'opposition? Je crois que la Constitution de la République démocratique du Congo consacre le pluralisme politique. Et donc, il est de bon droit que chacun puisse s'exprimer tel qu'il le pense, parce que la même Constitution aussi consacre la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'agir, pourvu qu'on reste conforme à la loi de la République. Donc, qu'il y ait autant de partis politiques, qu'il y ait autant d'expressions démocratiques. Mais justement, pourquoi n'est pas organisée une plateforme unique pour l'opposition, comme c'en est le cas dans la majorité du côté du pouvoir? On a vu aussi que du côté du pouvoir, ça a explosé. Et du côté du pouvoir aussi, c'est quand même un regroupement de plusieurs partis politiques, de plusieurs regroupements politiques. Et je crois que le débat n'est pas celui-là. Moi, je considère, et le CDR d'ailleurs propose dans son programme une réforme par rapport à cela. Nous considérons qu'un pays ne peut pas avoir plus de 450 partis politiques, tout en respectant l'idée selon laquelle la liberté d'association est garantie par la Constitution. Nous considérons donc qu'il y a une manière de voir les choses. Il y a des réformes qu'il faut préconiser qui permettent finalement dans ce pays, au bout de 5-10 ans, d'avoir un espace politique complètement assaini et des partis politiques qui apparaissent comme des institutions, parce que les partis politiques jouent un rôle de régulation publique. Et si vous permettez, donc, je vais vous dire que par rapport à cela, la réforme que le CDR propose à cet effet est la suivante. Il faut à la fois mettre en harmonie, dans une espèce de transversalité, la loi portant organisation et fonctionnement de partis politiques, la loi portant financement de partis politiques, la loi portant organisation des élections. Ces lois, si elles sont analysées ensemble, peuvent vous permettre de trouver des réformes qui permettent finalement d'avoir des partis politiques très efficaces et dynamiques. Qu'est-ce que nous disons par là? Regardez le modèle français. En France, les pays, la plus vieille démocratie du monde, pour ne donner que cet exemple-là, il n'y a pas trop de partis politiques comme aux États-Unis, comme en Belgique, comme ailleurs. Pourquoi? Simplement parce que les lois sont organisées de sorte que les partis politiques qui concourent à la conquête et à l'exercice du pouvoir, qui sont par ailleurs financés par le pouvoir public, il y a des critères qui permettent à un parti politique d'être financé. Pour ne prendre que cet élément. En France, par exemple, lorsque vous sortez des élections, les partis politiques qui n'ont pas dépassé le seuil de 5% aux élections présidentielles et législatives ne sont pas financés. Okay. Ceux qui ont dépassé ces seuils sont financés par l'argent public. Ce qui fait que les partis qui n'ont pas la capacité de convaincre les populations et donc qui n'atteignent pas ces seuils-là n'ont pas le moyen de se faire financer et donc de faire face aux engagements politiques qu'ils ont pris. Et ainsi, vous allez voir que la plupart des partis dans ce pays-là se regroupent. Les gens se regroupent. Je suis libéral, il y a un parti libéral qui existe, je pense que je peux véhiculer mes idées à travers ces partis politiques, j'y adhère, je me bats à l'intérieur pour prendre de plus en plus de l'importance et être choisi par les miens comme étant les challengers aux élections présidentielles ou autres élections. Ça se passe comme ça. Mais au Congo, d'abord, la loi sur le financement de partis politiques est une loi inopérante, tout simplement. Elle a été faite à dessein. Et ensuite, on cherche les moyens d'éliminer les acteurs politiques par des cautions électorales. Et je crois qu'il faut une réforme plus intelligible qui permette à la fois de respecter la liberté d'association, de respecter la liberté d'opinion, mais en même temps de permettre aux partis politiques d'être véritablement des instruments de régulation publique. Mais donc en amont, vous déplorez la multiplicité de partis politiques. Alors que pensez-vous de la dissidence au sein de quelques partis politiques? Oh, le mode de dissidence que j'ai vu ces derniers jours,
n'a rien à voir avec les dissidences. C'est une multiplication participarité et en violation des lois de la République. Il n'est pas possible. La loi portant organisation du financement, portant organisation et fonctionnement de partis politiques est claire. Je prends qu'un seul élément. Un parti politique ne peut pas utiliser ni les sigles, ni les logos d'un autre parti politique existant. Depuis les concertations nationales, la majorité au pouvoir a accepté que des partis politiques nouveaux soient créés, parce que certains cadres ayant été débauchés dans le gouvernement de cohésion nationale, et qu'elles l'on permette que des partis fonctionnent avec des logos et les sigles d'autres partis. C'est une violation de la loi. Mais justement, à qui, selon vous, profite ce clonage? J'en arrive. Mais je crois que, suivez mon regard, vous allez comprendre à qui profite cela. Lorsque le G7, là, le premier exemple, c'était à la sortie des concertations nationales. Okay. Vous avez vu ce qui s'est passé avec certains partis politiques qui ont été d'ailleurs agréés sans suivre la procédure, s'il vous plaît. Simplement par l'arrêté d'un ministre de l'Intérieur qui voulait régler des problèmes avec certains partis politiques. Vous allez voir, quand vous auditez ces partis politiques-là, qui sont nés après les concertations, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas suivi une quelconque procédure alors qu'ils existent en violation de la loi. Deuxièmement, qui profite cette espèce de multiplication participarité en violation de la loi. Mais je crois que ceux qui ont quitté le G7, les membres de la majorité qui ont décidé au sein de la majorité que nous, on veut que la Constitution soit respectée, ils ont été soit chassés de la majorité, soit ils ont délibérément quitté la majorité. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces partis politiques? On a organisé des congrès, à gauche et à droite, pour dire que non, ceux-là sont partis. N'est-ce pas des bonnes guerres? Non, je comprends que... Parce que ces derniers sont partis sans l'aval de leur bureau politique. Non, je comprends que... Je n'entre pas dans les débats internes. Parce que je suis désolé de dire que je ne maîtrise pas les méandres à l'intérieur de ces partis politiques. Okay. Mais ce que j'ai constaté en tant qu'observateur, ce que le même parti politique qui vous a mandaté pour assumer une fonction au sein d'une institution, le même parti prend une nouvelle option politique et vous dites, moi j'organise un congrès à gauche, moi j'organise un congrès à droite. Je crois que c'est pas sérieux. C'est de l'immoralité politique. Maintenant, une autre question est de savoir, est-ce que ceux qui ont organisé des congrès à gauche et à droite pour évoquer leur président, etc., ont-ils respecté leur statut et leur règlement intérieur? C'est une autre paire de manches et je n'entre pas là-dedans. Ok. Alors, dernièrement, vous avez voulu repenser l'État en publiant sous forme d'un ouvrage votre programme pour une bonne gouvernance. Alors, comme ça, vous voulez faire savoir à l'opinion publique que vous êtes à même, que le CDR est à même de gouverner ce pays? Le CDR est non seulement à même de gouverner ce pays, mais il est surtout à même de porter ce pays sur l'orbite de pays qui émergent et sur l'orbite de puissances africaines. C'est clair. Mais bon, notre programme, comme vous le savez, pose des fondamentaux. Les premiers fondamentaux, nous l'avons indiqué. Les premiers fondamentaux, nous l'avons indiqué, c'est quoi? C'est l'État lui-même. Ce sont les institutions. C'est la qualité de la gouvernance. Et là-dessus, par rapport à l'État, nous partons d'un constat. L'État, dans ses 4 rôles traditionnels, le rôle de l'État régalien, quel est l'état de lieu de l'État régalien au Congo? Celui qui protège, celui qui sécurise. L'État régalien au Congo est en panne. On vous entendez parler de ce qui se passe à l'est du pays depuis de longues années. Vous attendez la voix de nos frères de l'Est qui crient à la présence des groupes armés à l'est du pays. Vous savez ce qui se passe à l'intérieur du pays du point de vue sécuritaire. Vous savez ce qui se passe dans les prisons du pays où vous avez autant de citoyens qui ont été arrêtés, qui n'ont jamais été jugés, et pourtant ils y sont depuis 5-10 ans. L'État régalien n'existe pas, sinon il est en panne. Il faut les réformer. Deuxièmement, c'est l'État régulateur. L'État régulateur, c'est cet État-là qui vous permet de dire, mais je donne un exemple simple. Nous sommes une Assemblée nationale. La régulation étatique que fait l'Assemblée nationale est celle, par exemple, lorsque nous interpellons le Premier ministre, nous interpellons le ministre, nous débattons sur le budget de l'État, nous faisons les contrôles budgétaires, etc., ou nous avons des missions d'enquête pour exercer notre contrôle sur le gouvernement et les services publics. Ça permet de réguler un certain nombre de mécanismes. Est-ce que nous le faisons suffisamment?
Est-ce que nous le faisons dans l'intérêt du pays? Je vous dis tout de suite non. Et donc, l'État régulateur est en panne, lui aussi. L'État redistributeur, celui-là qui doit faire profiter aux citoyens de tous les bienfaits du pays, de toute la montée de la croissance économique, etc. Mais vous avez un État qui ne redistribue pas les ressources nationales de manière équitable. Vous avez d'un côté les gagnants gros, c'est qui prennent tout de l'État, même en violation des règles de gestion. Donc la distribution n'est pas équitable. Voilà. Donc l'État redistributeur est aussi malade. Et donc je crois que là-dessus, il faut repenser l'État. Okay. Et puis l'État agent économique. L'État agent économique aujourd'hui qui est totalement réduit à l'État qui est dans la poche de quelques individus. La construction des routes, la construction des infrastructures. Ça se fait par rapport à quel choix politique? Ça se fait par rapport à quel choix économique? Ça se fait par rapport à quel choix social? Et donc là-dessus, nous avons vu que les développements, l'État agent économique en tant qu'investisseur n'a pas aussi fait son rôle correctement. Est-ce que dans le pays, la RDC dans son contexte économique et social aujourd'hui, faut-il plus d'État, moins d'État ou pas du tout d'État? Alors que nous avons fait le choix du libéralisme économique. Je crois que de plus en plus, l'État doit investir dans les secteurs porteurs d'externalités. Et là-dessus, l'État n'est pas en mesure de pouvoir les faire. C'est pas le fait d'avoir goudronné le boulevard du 30 juin et Lumumba, d'avoir acheté 2 avions d'occasion que l'État agent économique a agi. Non, l'État doit être créateur d'externalités en faveur du développement économique et social. Et nous disons au CDR, nous allons repenser l'État. L'État régulateur doit retrouver sa place. L'État régalien doit prendre sa position. L'État redistributeur doit être capable de pouvoir se manifester à travers le développement du niveau de vie des citoyens. Donc voilà en gros ce que nous pensons par rapport à l'État. Alors, parce que votre programme ambitieux veut finalement mettre fin à ce paradoxe qui est un pays immensement riche pour des citoyens extrêmement pauvres. Votre programme qui s'intitule, je rappelle, un grand peuple pour une grande nation. N'est-ce pas que cette gouvernance qui est en place a quand même trouvé le pays dans un fossé indescriptible et a besoin de temps, beaucoup plus de temps pour remettre les choses en place? Ben, si vous avez un enfant qui a l'ambition d'embrasser les études d'ingénieur, qui sont des études très difficiles, il ne faut pas dire que pour qu'il devienne ingénieur, il faut 15 ans. Pour devenir ingénieur, à la faculté des Polytechniques de l'Université de Kinshasa, il faut 6 ans. Voilà. Il ne faut pas 18 ans et on devient ingénieur. Donc je prends cet exemple pour dire... Mais le fossé était quand même profond. Vous êtes quand même d'accord, réaliste, qu'il faudrait du temps et de la volonté pour combler ce fossé. Ceux qui ont chassé Mobutu grâce aux armées étrangères, on dit qu'ils étaient capables de faire mieux que lui, et on est en record. Mais il faut assumer. C'est comme le CDR aujourd'hui dit, nous sommes capables de porter la République démocratique du Congo dans le cercle de pays émergents dans 10 ans. Il faut nous poser la question dans 10 ans, ce que nous aurons fait de ces pays. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, dites-nous que nous sommes incompétents. C'est tout. Vous avez dit que vous étiez capable de pouvoir transformer complètement le pays et le placer à la dimension des autres puissances africaines. Vous n'avez pas réussi. Aujourd'hui, c'est quoi les Congo? Aujourd'hui, c'est le pays le plus pauvre du monde, avec un produit intérieur brut par habitant de 394 $ par habitant par an. Pays le plus pauvre du monde. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est quoi? C'est le pays où les citoyens sont les plus pauvres de la planète, avec plus de 80% des citoyens qui vivent en deçà de 1,25 $ américains. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, c'est le pays où le taux de mortalité est parmi les plus élevés du monde. Pour ne parler que du taux de mortalité maternelle, c'est encore le pays où ce taux est de plus élevé. Donc c'est ça la réalité. En dehors des discours, la réalité est que ces pays se trouvent dans les gouffres encore. Il faut les sortir du gouffre et les CDR... C'était dans la poche, non? J'avais prévenu, non? Jacob. Le son est bon. Mais pourquoi il ne met pas ça ici? Hein? Pourquoi il... Oui. C'était plus simple, Jacob. Hein? Alors, il faut penser au temps, hein, à la gestion du temps. Oui. Donc, je disais que l'ambition du CDR, justement, est de se situer
aux antipodes de ce qui se fait aujourd'hui, grâce au fait que, j'ai dit tout à l'heure, un État est repensé, grâce au fait que les institutions deviennent efficaces, grâce au fait que la gouvernance est améliorée, grâce au fait que le climat des affaires est le meilleur. Alors comme ça, vous estimez que votre projet vient corriger la gouvernance actuelle, mais vous savez quand même qu'il y a un ratio entre la théorie et la pratique. Mais attendez-nous à la pratique. Nous pensons effectivement ce que nous disons. Et nous ferons ce que nous avons dit, madame. Je crois que tous les problèmes, c'est aussi cela, le non-respect des engagements pris. Mais nous ne sommes pas qu'au niveau de fondamentaux, nous sommes au niveau sectoriel de manière concrète. Je vous donne 2 exemples concrets pour comprendre qu'il est possible de faire beaucoup de choses dans ce pays avec le moyen disponible. Mais je voudrais, avant de dire ça, dire ceci, que nous ne disons pas que ce qui est fait nous ne disons pas que rien n'est fait. Mais ce que nous disons, c'est que ce qui est fait par rapport aux potentialités du Congo et par rapport aux moyens disponibles et mobilisés est nul. C'est ce que nous disons et que nous sommes capables avec ces moyens de faire mieux que ce qui se fait aujourd'hui. J'ai parlé de 2 exemples concrets. La question de la santé publique. Madame, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, les taux de mortalité les plus élevés du monde. Comment répondre à cette question-là? Les CDR disent ici, nous allons mettre en place l'assurance médicale obligatoire pour les Congolais. L'assurance médicale obligatoire est entendue comme étant le fait que pour quiconque travaille contribue à la Caisse nationale d'assurance à hauteur de X montants. Nous l'avons déjà proposé à $100 pour tout ce qui travaille par an. Nous l'avons proposé à $20 pour ce qui ne travaille pas, y compris les étudiants, qui ne vont pas payer, mais qui sera retranché dans leur minéral ou dans leurs frais académiques. Et ça ne perturbe pas justement le fonctionnement des universités parce que c'est étudié. Et puis pour les travailleurs, c'est pas eux qui payent, ce ne sont pas les travailleurs qui payent, ce sont les employeurs qui paient l'assurance médicale pour les travailleurs. Et donc par ces mécanismes, nous sommes capables de mobiliser au minimum $1 milliard l'an. Au minimum. $1 milliard l'an, ça nous permet de faire quoi, madame? Ça nous permet de développer les infrastructures médicales et les moderniser jusqu'au fin du pays. Ça nous permet d'équiper les hôpitaux. Ça nous permet de mettre les médecins et le personnel médical dans les meilleures conditions de travail. Ça nous permet de disponibiliser les produits pharmaceutiques à même d'être distribués aux citoyens malades. Et donc, le citoyen congolais va avoir accès à des soins médicaux gratuitement. Par ces mécanismes. On en a entendu parler, l'école gratuite. Bon, donc, je ne suis pas péperdé. Je suis CDR. Qu'est-ce qui a motivé, justement, qu'est-ce qui vous a motivé à publier cet ouvrage? N'est-ce pas aller vite en besogne, alors que nous savons que l'élection présidentielle, c'est encore à quelques mois? Si vous permettez, je voulais donner un 2e exemple, pour que les citoyens se rendent compte qu'on est très ouvert à des propositions. Je pense aussi que nous avons dit que le développement agricole est une priorité, comme on l'a toujours chanté, mais on n'a jamais pratiqué. Et l'un des blocages du développement agricole, et comme vous savez, 70% de la population sont occupés dans le secteur agricole. Et donc, et même aussi, si on a un chômage de masse, c'est parce que le monde rural représente 70%. Et si on a l'exode rural, c'est aussi parce que le développement agricole n'est pas très avancé. Et donc, il faut résoudre plutôt cette panoplie de problèmes. Nous proposons, par exemple, en plus du fait que nous avons un programme précis sur le développement de l'agriculture, la pêche et de l'élevage, nous proposons que les routes de desserte agricole soient complètement améliorées et de manière permanente. Et là-dessus, nous disons, ces réseaux représentent combien? 87 000 kilomètres de routes. On reprend la méthode IMO, n'est-ce pas? La méthode de haute intensité de main-d'œuvre. On va prendre des cantonniers par kilomètre. Vous n'en finirez pas? Oui, non, je résume pour que cet ouvrage, j'espère qu'il est disponible. Oui, je voulais juste dire, avec cette méthode, nous avons des routes de desserte agricole entretenues chaque jour. Et d'où viendra l'argent? Nous allons réformer le Fonds national d'entretien routier, qui a un budget qui est estimé à 120 millions $, que nous allons orienter dans le développement rural exclusivement. Voilà les propositions que nous avons par rapport à cela. Alors, je vais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous a motivé justement à publier ce programme, ce plan d'action du CDR par rapport à la bonne gouvernance, alors que beaucoup pensent que vous êtes allé vite en besogne, alors que l'élection présidentielle, c'est 1 an. Mais un homme politique, c'est des idées.
C'est un projet. C'est pas que de la critique. Vous n'êtes pas l'évitant Non, besogne? c'est ça un homme politique. Dans tous On ne vous accuserait pas d'un pré-campagne? Non, pas du tout, madame. Je pense que la politique, c'est pas que des débats de conjoncture. On a nommé les commissaires spéciaux, les débats sur les dialogues, les débats sur les élections de gouverneurs. C'est donc ce sont des débats essentiels. Mais la politique aussi, c'est une vision, c'est des propositions, c'est des idées. Il y a une carence dans le pays par rapport à cela. En 1960, c'est que nos pères, ils viennent avec simplement l'idée, mais une forte idée, l'indépendance immédiate. Ce n'était que ça. Certes que l'indépendance était essentielle, mais vous avez vu après l'indépendance ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de programme. C'est-à-dire l'indépendance sans contenu. Voilà, Allez, voilà. on va parler de la... Non, je termine, c'est important. En 2006, est-ce que quelqu'un est capable de me sortir le programme, la vision d'un candidat de 2006? En 2011, nous sommes tombés dans le même travers. En 2016, nous devons considérer les hommes politiques. Nous devons considérer le choix des partis politiques, le choix des députés, le choix des présidents à travers la capacité de chacun à présenter un programme cohérent, réalisable. Alors, on va parler du social, puisque vous avez aussi abordé le social dans votre ouvrage. On constate actuellement, il y a grève des infirmiers, il y a le réchauffement du côté des étudiants, précisément ceux de l'UNPTP, à cause de la hausse de prix de Minerval. Il y a aussi des routes qui sont dégradées, vraiment complètement abîmées à cause de cette série de pluies, des pluies diluviennes. Il y a aussi des déchets, il y a un problème des déchets dans la ville, dont la responsabilité se rejette les uns par les autres, l'hôtel de ville qui rejette la responsabilité à la primature et vice-versa. Quel est votre commentaire là-dessus? Mais d'abord, c'est l'échec d'un système, c'est l'échec d'une gouvernance. Lorsque tous ces problèmes sociaux sont posés, vous n'avez pas parlé de la misère. Moi, j'ai parlé de la santé publique. Ça vous dit que, ça veut dire simplement que la finalité de l'action publique, qui est l'amélioration des conditions de vie des citoyens, n'a pas été réalisée. Sur 10 ans, c'est un échec patent. Maintenant, au sujet des questions qui sont soulevées, le mouvement des étudiants, la grève des infirmiers, la détérioration de routes, etc. S'agissant des étudiants, s'agissant des infirmiers, parlons d'abord des infirmiers. Est-ce qu'il est normal que dans un pays sérieux, que des citoyens travaillent, mais qu'ils ne puissent pas bénéficier de salaire? Vous avez parlé des infirmiers, vous n'avez pas parlé des enseignants. Il y a plus de 100 000 enseignants qui ne sont pas payés, alors qu'ils travaillent depuis des années. Comment est-ce que vous envisagez leur retraite? C'est pas possible. Donc il y a ces problèmes sérieux où des gens travaillent effectivement. Mais les enseignants qui font partie des fonctionnaires de l'État, alors que la retraite est déjà en train d'être mise en place, le système est en train de se renouveler. Moi je vais bien, mais lancé, lorsque nous écoutons les enseignants, parce que nous les fréquentons, parce que ce sont les enseignants de nos enfants, ils ne sont pas payés, ils sont plus de 100 000 à ne pas être payés. Dans un pays où on dit que tout se passe très bien et le taux de croissance est autour de 9% l'an depuis plus de 10 ans. Comment est-ce que les uns et les autres bénéficient de ces produits de croissance économique? J'ai dit tout à l'heure, il y avait un fossé énorme entre une minorité au pouvoir qui s'accapare de tout et une majorité des citoyens qui croupissent dans la misère. Et donc ça c'est un problème. Et la grève des infirmiers rentre dans ces cadres. Mais comment est-ce que quelqu'un qui doit travailler pour sauver les vies humaines ne puisse pas avoir la motivation nécessaire pour son travail? Comment va-t-il sauver les vies humaines? Et comment ne pas comprendre l'accroissement des taux de mortalité en République démocratique du Congo? L'infirmier et les médecins, ce ne sont pas des gens qui travaillent sur des machines, c'est des gens qui travaillent sur des hommes et des femmes. Ils doivent être mis dans les meilleures conditions de travail afin que les hommes et les femmes soient sauvés. Alors vous, donc, en tant que vous, une fois au pouvoir, le CDR, une fois au pouvoir, comment allez-vous résoudre ce problème? Nous avons proposé clairement ceci. Par rapport à la santé publique, je viens d'en parler. J'ai dit que nous sommes capables de mobiliser au minimum $1 milliard l'an
par rapport au choix que nous avons fait. Mobiliser 1 milliard de dollars, mais comment justement mobiliser les ressources pour finalement en arriver là? Mais je suis en train d'en parler. Quand nous avons mobilisé 1 milliard de dollars, c'est des ressources qui n'existaient pas dans le budget de l'État par rapport au secteur de la santé publique. Avec ces ressources, nous sommes capables de pouvoir résoudre les problèmes des infirmiers et des médecins, y compris les problèmes des logements des infirmiers, des logements des médecins. Voilà. Donc nous, on a une proposition claire là-dessus et nous sommes sûrs de pouvoir résoudre structurellement ces problèmes parce que ça sera une réponse permanente qui va être envoyée dans la durée. Maintenant, en ce qui concerne la question du déchet, voilà la fin. Il y a justement 6 000, on parle de 6 000 tonnes de déchets déversés par jour à Kinshasa. Et là, ça déborde et les responsabilités sont rejetées les uns les autres. Beaucoup de choses à la fois. Le chèque de la révolution de la modernité, ce n'est qu'un discours, ce n'est qu'un slogan. En réalité, on n'est ni dans la révolution de la modernité, moins encore dans la modernité. On est véritablement en retard par rapport à cela. Une ville poubelle comme celle-ci, alors que vous proclamez la révolution de la modernité, dites-moi, c'est quand même compliqué. Deuxième chose, mais cette crise vient de démontrer l'incapacité du pouvoir public congolais à pouvoir prendre en charge des choses aussi élémentaires que la gestion des déchets. Il a suffi que l'Union européenne soit là pour que cette question soit résolue avec 800 000 dollars américains. L'Union européenne est partie. Ceux qui font des gros discours sur la souveraineté du pays, on ne les voit plus à la télévision. Le pays est souverain, on ne peut pas se mixer dans les affaires intérieures du pays. L'Union européenne vient de partir avec ses 800 000 dollars. Vous êtes incapable de canaliser les 800 000 dollars pour l'assainissement de la ville et pour protéger les citoyens contre les maladies liées à la malpropreté. Ce n'est pas possible. Et pourtant, chacun dans ses tiroirs a plus que des millions de dollars pour des dépenses qui ne servent à rien du tout. L'incohérence de l'action gouvernementale, l'inconscience des responsables publics. C'est cela, cette affaire de gestion des déchets. Les routes. Mais nous avons toujours dit que les routes qui ont été construites ici, c'est vrai, c'est des bonnes initiatives. Mais le rapport qualité-prix était mauvais. Nous l'avons toujours dénoncé. Nous avons toujours dit que le prix au kilomètre des routes qui ont été construites en République démocratique du Congo a été des plus élevés du monde, au-delà de la norme. Mais nous avons aussi considéré à l'époque qu'il y avait un travail qui n'était pas sérieux. La qualité du travail n'était pas bien faite. On n'a pas attendu 5 ans pour avoir des routes complètement trouées dans le pays, alors qu'elles venaient d'être construites. Et enfin, madame, le problème des routes et des déchets. Mais c'est aussi la problématique de la politique de l'urbanisation de la ville. Est-ce qu'il existe une politique de l'urbanisation dans ce pays? J'ai pas lu ça. Et donc, il n'y a rien qui s'est fait. Et donc, il faut que le pays puisse... La ville de Kinshasa a été construite pour 600 000 habitants. Aujourd'hui, ça veut dire que les voies de canalisation, les routes, les maisons à l'époque... Alors, on va dire comme ça que tout cela est dû à l'exode rural? Non, pas du tout. Ceci a été dû par le manque d'intelligence politique pour adapter la ville au développement de celle-ci, au développement démographique et économique de celle-ci. Vous avez laissé le même caniveau de 1960 avec 600 000 habitants, avec autant de maisons, mais vous les utilisez pour 10 millions d'habitants, avec plus de 500, 600 000 maisons. C'est pas possible. Donc il y a une espèce d'inadéquation entre le développement de la ville et les structures de gestion de la ville. Et je crois qu'il faut un effort pour qu'une politique de développement des villes soit faite. Laisser derrière une proposition là-dessus, malheureusement, ce gouvernement a échoué sur ces plans. Ok, d'accord. On va à l'Assemblée nationale, dont hier, le budget 2016 a été finalement adopté avec une légère augmentation de 0,91%, ce qui équivaut à peu près 80 millions de dollars par rapport au projet initial. Alors la question est celle de savoir, est-ce que ce budget, est-ce que les élections seront finalement exécutées par rapport à ce budget? Mais d'abord, lorsque le gouvernement nous amène ces budgets qui tournent autour de 9 milliards de dollars, des choses sont dites par rapport à la spécificité de ces budgets. D'abord, c'est un budget qui est écrit au moment où les cours des matières premières ont baissé sur le plan international. Donc l'impact mesuré par les gouvernements à cet effet est de 281 milliards de dollars américains. Deuxièmement,
c'est un budget qui se conçoit dans la perspective des élections 2016. Il fallait identifier dans ces budgets le moyen prévu pour les élections. Alors, aujourd'hui, avec l'adoption de ces budgets à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on a noté? On a noté que la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale a réduit l'impact négatif des effets de la baisse des cours du cuivre et du pétrole sur le budget national, qui pour le gouvernement était estimé à 281 milliards de francs congolais, plus ou moins 300 millions de dollars, pour l'Assemblée nationale aujourd'hui est réduite de 80 millions de dollars. Et je crois que c'est un travail appréciable qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut féliciter la Commission économique et financière à cet effet. Deuxièmement, est-ce que... Féliciter parce que vous faites partie de la Commission? Mais non, le travail a été fait. Je crois que c'est des chiffres qui parlent. On a réduit l'impact. Le gouvernement vous amène un impact de 300 millions et vous avez un impact de 200 millions. Aujourd'hui, ça veut dire que si on n'avait pas prévu de construire 400 écoles, on va avoir 400 écoles. Si on veut encore avoir des bâtiments intelligents, au prix de ces bâtiments, on va en ajouter 2. Mais si on veut avoir on veut aussi avoir des hôpitaux, on peut en construire 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec ce que l'Assemblée nationale a pu trouver comme mécanisme pour permettre d'amortir le choc exogène. Donc les choses sont claires. Maintenant, est-ce que... non, les élections sont prévues dans ces budgets. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit. Le Premier ministre lui-même l'avait dit, que dans ces budgets, il y a la part réservée aux élections. Okay. Mais cette part réservée aux élections, nous voulons conseiller à ceux qui nous emmènent dans un schéma fourre-tout de considérer qu'il y a des élections aujourd'hui au regard de la contrainte temps et contrainte des moyens qui sont de plus en plus exigibles. Les élections présidentielles et législatives, les députés provinciaux, les candidats députés provinciaux ont déposé leur dossier. Mon Dieu, je veux dire, mais il faut organiser ces élections pour finalement vider toute la question d'illégitimité des institutions provinciales et du Sénat, mais aussi évacuer toute la problématique des commissaires spéciaux qui ne sont prévus ni dans la Constitution ni dans aucune loi du pays. Alors, puisque vous parlez de commissaires spéciaux, 4 d'entre ceux de l'ex-Katanga dénoncent avoir découvert un emprunt, c'est comme ça qu'ils parlent, qu'ils le disent, un emprunt de 55 millions de dollars laissé par l'ex-gouverneur du Katanga, à l'occurrence Moïse Katumbi, dont ce dernier est en train de réclamer jusqu'à aujourd'hui une dette de 2,5 milliards en ce qui concerne la rétrocession qui lui serait dû par rapport au déversement de la province au gouvernement central. Alors, qui dit vrai, selon vous? Madame, je ne reconnais pas les commissaires spéciaux, je ne parle pas d'eux. Je ne les reconnais pas. La Constitution de la République, aucune loi de la République ne reconnaît l'existence des commissaires spéciaux. Et je n'en parle pas, ce sont des imposteurs, tout simplement. Au contraire, le débat que nous devrions faire est celui de dire, mais quelle est la vision de la majorité en place qui vient de chambouler tout l'ordre institutionnel de la République? L'existence, madame, au moment où nous vous parlons, les assemblées provinciales devaient être, parce que nous avons parlé du budget tout à l'heure, au moment où nous parlons, les assemblées provinciales devaient être en session budgétaire. Et au plus tard le 25 décembre, si ma mémoire est bonne, au plus tard le 25 décembre, les édits budgétaires devaient être publiés. Aujourd'hui, avec la nomination des commissaires spéciaux qui ne sont reconnus dans aucun texte légal de la République. Dans l'opposition a promis de porter plainte contre cette procédure. Dites-moi, ou qu'on me dise, comment est-ce que les nouvelles provinces vont être gérées? Sur base de quelles ressources? Parce que les commissaires spéciaux n'ont pas compétence, aucune compétence pour signer des édits. Les assemblées provinciales ont été paralysées. Donc, 21 nouvelles provinces vont fonctionner sans budget de l'État, s'il vous plaît. C'est une navigation à vue. C'est juste une mesure d'urgence pour combler ces vides juridiques. Madame, ce n'est pas prévu dans la Constitution, madame. Entre 2 millions de dollars pour organiser les élections de gouverneurs de province avec des députés provinciaux existants et éviter ainsi de mettre le pays dans la direction du chaos. Parce que ne pas avoir un budget, c'est s'autoriser à faire n'importe quoi. De deux. Et c'est donc ne pas disposer d'un programme pour le gouvernement des provinces. Et vous voyez 21 provinces qui aujourd'hui vont naviguer à vue. C'est pas responsable, c'est pas sérieux.
Je pense qu'il faut très vite que ceux qui ont l'habitude de décider hors normes se rattrapent. La loi relative aux finances publiques est violée parce qu'il n'y aura pas d'édit budgétaire. De deux, la loi sur la libre administration plutôt libre administration des provinces est violée parce que le principe de redevabilité des gouvernements provinciaux vis-à-vis des assemblées provinciales a volé en éclats. La Constitution elle-même est violée. Est-ce qu'on peut accepter cela simplement parce qu'il y a la volonté pernicieuse d'un groupe de citoyens au pouvoir qui a voulu désarticuler tous les systèmes? Mais justement, pour mettre fin à cette situation, vous, de l'opposition, de la dynamique de l'opposition, vous avez promis de porter plainte auprès de qui? Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui, Madame, justement, nous devons mettre la Cour constitutionnelle à l'épreuve. Vous portez plainte vous portez plainte contre qui? Contre le gouvernement. Contre la même Cour? Non, contre le gouvernement, par rapport à... Non, contre le gouvernement. C'est la Cour constitutionnelle qui Bien a autorisé sûr, ces nominations. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle n'a pas dit qu'il fallait nommer des commissaires spéciaux, madame? Vous avez l'arrêt de la Cour. La Cour n'a pas dit qu'il fallait nommer des commissaires spéciaux en lieu et place des gouverneurs. Non. Mais où est l'intelligence de ceux qui gouvernent le pays? Où est la volonté politique de ceux qui gouvernent le pays? Le président de la République lui-même, garant du fonctionnement harmonieux des institutions, n'a-t-il pas vu qu'en nommant les commissaires spéciaux, on violait de manière transversale autant de lois et qu'on paralysait le fonctionnement de la République et qu'en même temps, on mettait un frein au processus de décentralisation? Okay. On a centralisé la décentralisation. C'est pas possible, madame. Okay. Je crois que ce n'est que des choses vraies. Je pense que le chef de l'État doit aider le pays. Lui qui est le garant du fonctionnement harmonieux des institutions et qui est l'arbitre. Malheureusement, il ne le fait pas. Et pourquoi il ne le fait pas? Est-ce qu'on est dans la logique du chaos? Ou on est vraiment dans une logique où on doit sortir le pays de la confusion dans laquelle certaines décisions l'ont plongé, mais aussi remettre les citoyens sur les rails d'un pays normal? Ah ben voilà, la solution, c'est d'aller au dialogue. C'est ce que proposent les uns et les autres. Alors, dernièrement, le RSF de Lunda Boululu a adressé une lettre ouverte à Maman Sambo, le remplaçant de Kobler, pour lui demander, dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba, de pouvoir s'impliquer pour l'organisation de ce dit dialogue. Qu'en pensez-vous? À propos de ces dialogues, de ces prétendus dialogues, le CDR a dit non, autant que la dynamique de l'opposition a répété son refus d'aller dans ces dialogues. Pour quelques raisons simples. Est-ce que, et c'est la question que vous m'avez posée, est-ce que pour respecter la Constitution en rapport avec les dispositions relatives à la décentralisation, il faut aller au dialogue? Pour sortir 2 millions de dollars pour organiser les élections des gouverneurs et résoudre un problème aussi important que celui de mise en place et de la gestion des nouvelles provinces, faut-il aller au dialogue? Parce que le dialogue va coûter plus de 2 millions de dollars. Ça, je vous rassure. Mais ça va résoudre des problèmes qui vont finalement mettre le système les dialogues va coûter plus en péril. Non. Ceux qui mettent le système en péril, ce sont les dirigeants des institutions politiques. Alors, le dirigeant des institutions politiques, le premier d'entre eux, a proposé dernièrement à l'ONU, le président Kabila, a proposé 4 noms, selon l'AFP, à l'ONU pour 4 noms des médiateurs. Alors, c'est quand même rassurant. La machine est en train quand même d'avancer, de bouger. Je peux vous dire pourquoi. Parce que c'était la question de la médiation qui séparait. Non. Qui séparait qui et qui? Qui divisait. Qui? L'UDPS, qui est la fille aînée de l'opposition. Moi, je ne suis pas de l'UDPS, madame. Mais l'UDPS, c'est quand même la fille aînée de l'opposition. Non, madame, l'UDPS, c'est la fille aînée de l'opposition. Je ne suis pas venu parler de l'UDPS, je ne suis pas son porte-parole. Okay. Laissez-moi parler du pays. Vous m'avez posé la première question de savoir pourquoi nous disons non au dialogue. Je n'ai pas répondu à la question. Est-ce que je peux terminer ma réponse par rapport à la question? Rapidement, d'ailleurs. Rapidement, oui. De un, on n'a pas besoin d'un dialogue pour se rappeler que la Constitution ne prévoit pas des commissaires spéciaux, je l'ai dit. 2, on n'a pas besoin de dialogue pour dire qu'on va chercher, on va parler du financement des élections. Vous m'avez posé la question sur le budget 2016. Nous vous avons dit que dans ce budget figurent bel et bien les prévisions des dépenses en rapport avec les élections.
Et je vous rappelle que tout le budget passé, il y avait toujours des réserves qui avaient été prévues pour les élections. Le problème, c'est la mauvaise volonté du pouvoir en place. On n'a pas décaissé ces fonds pour mettre à la disposition de la CENI. Et c'est pas moi qui parle à la place de la CENI. La CENI l'a dit à plusieurs reprises. Troisième élément, la sécurisation du processus électoral. Mais on me dit que nous avons une police aguerrie. On me dit qu'on a une police aguerrie. Mais alors, est-ce qu'on fait confiance à notre police, oui ou non? Mais en même temps, en plus de cette police, nous avons l'avantage d'avoir dans le pays 20 000 hommes de la MONUSCO qui nous ont aidés en 2006, qui nous ont aidés en 2011. Y compris, et de quelle manière, par les rapports logistiques. Il y a quand même eu crise. La responsabilité est congolaise, madame. Donc, par rapport à la problématique de la sécurisation du processus, c'est une question technique. C'est une question opérationnelle, c'est pas une question politique. C'est l'État régalien qui doit faire son travail. Quatrièmement, on a parlé du calendrier électoral. Mais non, madame. Les calendriers pour l'élection du président de la République ne se discutent pas. Il est constitutionnel. L'élection du président de la République ne se discute pas dans un dialogue. En ce qui concerne les élections de députés provinciaux, il y a une nécessité. Parce que d'une part, ils ont déposé leur candidature, une élection a été prévue, la majorité a paralysé. D'autre part, il y a des institutions illégitimes, il faut les remplacer. Madame, pour ça, il faut aller dans un dialogue. Mais tout cela, le dialogue permet à ce qu'on puisse assainir les climats politiques, hein, quand même. Alors, Azarias, pour ce faire, Robert Roy a fait une proposition au président Kabila pour qu'il puisse convoquer ou appeler ceux qui sont contre le dialogue pour pouvoir en reparler avec ce dernier. Vous êtes quand même d'accord pour cette Madame, proposition? vous m'avez reçu ici il y a une année sur les concertations nationales. Si vous ressortez cette émission-là, vous allez vous rappeler qu'il y avait un débat entre synonymes dialogue, concertation. Nous qui avons exigé le dialogue au regard de la résolution 2098 et par rapport à la problématique du M23, on nous a dit que les concertations étaient un dialogue. Donc un dialogue a été fait. Quels sont les résultats de leur dialogue de l'époque? 600 recommandations au minimum. Aucune recommandation n'a été exécutée, sauf la mise en place du gouvernement de cohésion nationale. Mais attendez, qu'est-ce que ce nouveau dialogue va encore apporter en plus du dialogue qui a été fait? Mais aujourd'hui, il n'y a jamais un dialogue de trop dans la démocratie. Alors, certains opposants, je pense que vous en faites partie, proposent à ce que cela soit discuté au sein d'une tripartite, c'est-à-dire CENI, opposition et majorité. N'est-ce pas aussi une forme de dialogue? Le dialogue en démocratie est permanent, mais c'est le dialogue institutionnel. Ok, madame, nous avons besoin, effectivement, sur les questions liées à l'alternance démocratique, on ne transige pas. Sur les questions liées au respect de la Constitution, qu'on ne transige pas. Sur les questions liées à la problématique de la légitimité des institutions, qu'on ne transige pas. Sur la responsabilité du gouvernement par rapport au décaissement des fonds, qu'on ne transige pas. Sur la question liée au calendrier électoral, nous avons été d'accord et nous sommes d'accord sur le fait que la CENI, organe technique chargé de l'organisation des élections, doit consulter la majorité comme l'opposition pour nous mettre d'accord sur un calendrier réaliste. Et lorsque le premier calendrier a été publié, nous avons écrit à la CENI, nous, la dynamique de l'opposition, pour dire à la CENI que ces calendriers étaient utopiques, irréalistes. Ça les a rattrapés alors qu'ils nous ont pas cru. Mais faisons un effort. Okay. Pour croire aux personnes qui voient quand même les choses un peu plus objectivement que vous autres. Ben voilà. On a eu beaucoup de questions, mais on ne peut pas l'épuiser. Le temps est finalement qui nous a été imparti à la fin. Il ne nous reste que plus qu'une minute. Je voudrais que vous répondiez en une minute. Corneille Nangaa, le nouveau président de la CENI, a finalement pris ses fonctions. Alors, quel conseil alliez-vous le prodiguer? Moi, je n'ai pas un conseil à donner au président de la CENI. C'est une question de responsabilité. Monsieur Nangaa a prêté serment. Il dit il va respecter la Constitution et les lois de la République. Il a déclaré lui-même il voudrait que les élections se fassent de manière transparente et crédible. C'est ce qu'il lui-même a dit. Si monsieur le président de la CENI se rappelle de son serment prêté il y a moins d'une semaine, la première chose qu'il doit faire, c'est très rapidement de publier un calendrier réaliste, confirmant l'élection du président de la République le 27 novembre 2016, réaffirmant la nécessité de remettre le cycle électoral, notamment les élections de députés provinciaux. Il était technicien,
Lorsque les dossiers des candidats députés provinciaux ont été déposés, on a discuté avec lui à l'époque à la CENI, à cet effet. Il doit programmer ces deux élections, alors qu'on lui dit par le gouvernement, et l'Assemblée nationale a voté hier, que les moyens sont disponibles pour les élections de députés provinciaux, pour l'élection du président de la République. Il serait intéressant pour le nouveau président de la CENI de pouvoir se rappeler simplement de son propre serment. Ok. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous y reviendrez parce qu'il y a d'autres questions pendantes. Merci également à vous de nous avoir encore une fois de plus renouvelé votre intention à notre regard. Nous vous fixons un autre rendez-vous le mardi prochain à 20h30 avec un nouvel invité et d'autres nouvelles questions d'actualité. Entre-temps, vous pouvez revoir cette émission demain 7h15, mais également le vendredi à 22h30. Portez-vous bien et restez avec nous sur B1.